Garderies et écoles fermées, transports en commun perturbés. Télétravail est système D aujourd'hui pour beaucoup de Français. Mais même dans la galère, des usagers affichaient leur soutien aux grévistes. Pour moi, si vous voulez, c'est toujours un plaisir de me lever tôt un jour de grève, parce que c'est une occasion aussi de me lever pour autre chose que simplement d'aller au boulot en faisant la gueule. Dès ce matin en province, beaucoup de monde dans les rues contre la réforme des retraites. La retraite avant la retraite. De Bordeaux à Nantes, en passant par Marseille, les manifestants ont dit non à un départ à la retraite à 64 ans. C'est une injustice. Ils peuvent financer les retraites autrement, mais ils prennent toujours au même. Et il y en a ras-le-bol. Macron, tu nous as donné rendez-vous, on te prouve qu'aujourd'hui on est dans la rue. Cette journée de grève est un test pour l'exécutif comme pour les syndicats, tous unis pour la première fois depuis 12 ans. À Paris, en tête de cortège, dès 14h, la CGT revendiquait une forte mobilisation. C'est parti beaucoup plus fort qu'en 2019, ça je peux vous l'assurer. Ce soir, la balle sera dans le camp du gouvernement, donc il y aura probablement une seconde étape. Je ne sais pas si on entend le bruit des manifestants jusqu'à Barcelone, mais il y a déjà des journées qui sont annoncées. Prochain rendez-vous le mardi 31 janvier. Depuis Barcelone, où il est en déplacement, Emmanuel Macron a répondu aux syndicats. Droit dans ses bottes, il a défendu sa réforme. Une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Alors comment cette épreuve de force sociale va-t-elle évoluer? Les syndicats ont-ils réussi le pari de la mobilisation? La rue peut-elle vraiment faire plier l'exécutif? On va voir ce qu'en pense notre spécialiste Manuel Cervera-Marzal. Bonsoir, vous êtes sociologue, vous êtes chercheur à l'Université de Liège. Votre dernier essai, Résister, petite histoire des luttes contemporaines, est paru chez 10-18. Et à propos du sujet qui nous intéresse ce soir, eh bien, vous considérez que cette première journée de mobilisation est plutôt une victoire des syndicats, d'autant que les chiffres des grèves dans les transports, l'enseignement et l'énergie sont eux aussi importants. À côté de vous, Jérôme Jaffray. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Selon vous, il faut s'attendre à un conflit social dur et long. Le gouvernement a perdu la bataille d'explication, de pédagogie, n'est-ce pas, sur la réforme des retraites. Et à côté de vous, Emmanuelle Soufi. Bonsoir madame, vous êtes journaliste politique au JDD en charge des questions sociales. Je crois que vous étiez dans la manifestation à Paris aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Selon vous, à la fois les Français sont majoritairement contre cette réforme, mais seulement un tiers des Français pensent que le gouvernement reculera. Vous y voyez une sorte de résignation. On en discutera évidemment. Et pour démarrer, les chiffres du jour, exactement, Elisabeth. Oui, parce que comme d'habitude, eh bien, grand écart entre les chiffres selon les organisateurs et selon la police. On connaît la formule consacrée. Ce soir, les syndicats revendiquent plus de 2 millions de manifestants dans toute la France. Le ministère de l'Intérieur avance de son côté le chiffre de 1 200 000 personnes dans les rues. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, reconnaît ce soir, je le cite, une mobilisation importante. Il faut aussi préciser qu'en coulisses, en off, comme on dit, le gouvernement, ces derniers jours, espérait moins d'1 million de manifestants. Jérôme Jaffray, qui a gagné la partie ce soir? Les syndicats, incontestablement? Écoutez, c'est évidemment une réussite, cette manifestation, et la reconnaissance du fait que le million de manifestants est dépassé par le ministère de l'Intérieur, dont les chiffres sont en réalité très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a eu des cabinets indépendants qui se sont placés avec des systèmes de comptage sur les parcours, et il y a une cohérence très grande entre les évaluations du ministère de l'Intérieur et ces chiffres. Mais plus d'1 million de manifestants, c'est tout à fait considérable. Alors, Benjamin Sportouche, vous citez un gouvernement qui s'attendait à moins de manifestants. C'est très adroit. Très adroit de la part du gouvernement d'annoncer à l'avance, on s'attend entre 500 000 et 800 000 personnes, et dire « Ah bon, finalement, ils sont 1 100 000 », c'est stupéfiant. Je trouve qu'en termes de communication, ça n'est pas une réussite. Manuel Cervera-Marzal, j'imagine que vous ne direz pas le contraire. Ce soir, les syndicats ont le point, mais c'est la suite qui intéresse maintenant. Pourront-ils tenir sur la durée? Oui. Puisqu'on annonce un nouveau mouvement le 31 janvier. Effectivement, c'est toute la question de la durée, en fait, et de savoir si, parce qu'il y a eu une colère, on le voit dans les sondages, voilà, il y a à peu près 2 Français sur 3 qui sont contre cette réforme, mais les mêmes sondages nous apprennent qu'il y a 2 Français sur 3 qui pensent que malgré tout, le gouvernement ira jusqu'au bout. Et donc, c'est toute cette bascule, finalement, entre se mettre en mouvement et la résignation, la lassitude, c'est ça qui sera
réellement déterminant. Sur la question des chiffres, bon, on ne va pas refaire ici la bataille des chiffres, de toute façon, elle a lieu à chaque fois. Ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est de prendre les estimations, peu importe qu'on se fie au ministère de l'Intérieur ou plutôt au syndicat, et de comparer par rapport justement aux précédents mouvements. À des mouvements et là, on a précédents. un démarrage qui est bien plus fort que celui de 2019, et qui est même 2 fois supérieur aux 2 derniers grands mouvements sociaux nationaux qui l'avaient emporté, Plan Juppé 95 et CPE 2006. On démarre 2 fois plus fort que ces mouvements-là. Donc, évidemment, ça préjuge en rien de la suite. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais voilà, on est clairement sur un démarrage assez puissant. Emmanuel Soufi, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une convergence des luttes? C'est bien sûr la question qu'on se pose, parce qu'il y a une autre manifestation, c'est samedi, avec la jeunesse attendue dans la rue. Et les politiques. Et les politiques surtout, et c'est ça qui est le plus gênant pour les organisations syndicales. C'est pas tant les jeunes qui étaient d'ailleurs. Aujourd'hui, c'était intéressant, c'était très intergénérationnel. Franchement, on a. C'est inédit, ça, c'est nouveau? En 2019, alors, la réforme était plus compliquée à comprendre, à expliquer. C'était sur la première version de la réforme. C'était, voilà, sur, vous vous souvenez, la création d'un système universel par points. Et là, franchement, pour les jeunes, je pense que c'était difficile de saisir. Aujourd'hui, c'est nettement plus clair. On sait que c'est 64 ans, plus une durée. Donc, il y a une double peine, en gros, 2 curseurs qui jouent. Et ça, pour des 20, 25, voire moins de 30 ans, c'est quelque chose qui a été très, très compris. Et c'est un sujet dont ils entendent parler, même les plus jeunes, à 18, 20 ans, quand vous leur posez la question pourquoi vous êtes là, sachant que pour vous, la retraite, ça va être dans 40 ans, 45 ans, et encore, généralement, ils n'y croient pas. Ils se disent, de toute façon, c'est foutu, je n'en aurai pas, je n'y aurai pas droit, ou en tous les cas, j'aurai une tellement petite pension qu'il faudra que je continue à travailler. Ils en entendent parler autour d'eux, à la radio, et dans en leur famille. Et en famille. En fait, ça devient un sujet politique, et donc c'est très concernant. D'où leur présence assez forte, je trouve, cet après-midi, dans une ambiance beaucoup plus conviviale que les précédentes manifestations. Alors après, effectivement, rentrer dans un conflit, c'est pas compliqué. C'est comment vous en sortez ensuite. Oui, c'est ça. Mais Jérôme Jaffray, comment on en sort? Mais juste d'abord pour y rester, est-ce que les manifestations, c'est si déterminant que cela aujourd'hui? Pensez à 2010. Voilà, on pense à 2010. Il y a eu beaucoup de manifestations, les réformes sont passées. Mais on se dit, est-ce que c'est les blocages qu'il peut y avoir qui pourraient faire plier le gouvernement au-delà des manifestations dans la rue? C'est possible que les manifestations ne soient qu'un baroud d'honneur. Vous avez tout à fait raison sur ce plan. Et de toute façon, les syndicats doivent le mener. Leur mandant ne comprendrait pas que sur un projet de réforme qu'ils contestent profondément, il n'y ait pas d'appel. Et puis la manifestation, Emmanuel Soufi le soulignait, c'est montrer sa force, c'est faire bloc ensemble, c'est se rencontrer, montrer sa puissance, avec le risque de l'effilochage d'une manifestation à l'autre. Car quand on regarde les chiffres, par exemple, de 2019, c'est la baisse régulière du nombre de manifestants d'une manifestation à l'autre, qui du coup, et là on est parti très très haut avec ce 1,1 million. Sinon, et je trouve que refaire une manifestation dès samedi, qui est dite manifestation des jeunes et qui est en fait manifestation de la France insoumise, et qui donc mélange la politique à l'action menée par les syndicats 2 jours ou si tôt après la manifestation qui vient d'avoir lieu, c'est un risque considérable. Alors le blocage dont vous parlez, c'est autre chose. C'est la transformation des manifestations en des grèves reconductibles, pouvant aller jusqu'à une situation dite de blocage du pays. On va y revenir, mais avant, votre réaction, Emmanuel Cervera-Marzal, à ce qu'émet Jérôme Jaffray. Plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, depuis l'arrivée, le passage au pouvoir de Nicolas Sarkozy, il y a une stratégie de la part de l'exécutif qui consiste à laisser pourrir. Voilà. Et quel que soit le nombre de manifestants qu'il y a en face, finalement, on reste inflexible, on reste ferme et on essaye comme ça de susciter une forme de démoralisation dans le camp adverse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un mouvement victorieux ne repose jamais exclusivement sur des manifestations, aussi massives soient-elles. Il y a toujours aussi à côté des grèves, et des grèves dans des secteurs clés, effectivement, de l'économie, parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire pression sur le gouvernement par l'intermédiaire du patronat. Ça, c'est un deuxième point. Mais c'est pas simplement manifestation et grève, c'est aussi aujourd'hui savoir faire preuve d'inventivité. J'entendais du côté de la CGT Énergie, par exemple, rétablir le courant pour des familles en difficulté et le couper pour des hommes politiques favorables à la réforme. Ça, c'est depuis 2018, on a eu une forme de gilet jaunisation des modes d'action syndicaux, où on comprend bien qu'il faut peut-être, pour regagner des militants et puis aussi pour entraîner tout simplement les travailleurs avec soi, faire preuve de plus d'inventivité et de plus de conflictualité. Et sur le calendrier,
manif aujourd'hui et samedi la manif des politiques. Il y a des initiatives qui sont proposées. Après, ce qu'il s'agit de voir, c'est si derrière ça suit et si derrière les gens se mobilisent. On ne peut pas prédire combien de personnes seront là samedi. Il y a la prochaine date qui est fixée. Il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde, bien sûr, c'est évident. C'est les forces syndicales qui sont motrices. Les syndicats, eux, leur objectif pour bloquer le pays, ou en tous les cas l'empêcher, le contrarier dans son fonctionnement, c'est de manifester un jour de semaine. Les syndicats n'iront pas ou à titre individuel, vous voyez, mais sans les bannières, les calicots et tous les tracts, voilà. Donc oui, c'est un risque quand même pour la France insoumise d'avoir maintenu certains, notamment plutôt côté PCF, Fabien Roussel, estiment que c'était malvenu de maintenir une réforme 48 heures et avec un échec. Manifestation. Voilà, une réforme. Vous voyez, c'est enfin d'entendre votre de la réforme. Vous baignez dans... Voilà, c'est ça. Voilà, de la maintenir 48 heures plus tard, il y a un gros risque d'échec en fait pour les partis politiques. Je vous propose qu'on regarde une archive qui va nous ramener au 10 avril 2006. C'est sur vous voyez de quoi on va parler, le journal télévisé de France 2. Le gouvernement Villepin recule par rapport au CPE et c'est la dernière grande réforme abandonnée par un gouvernement sous la pression de la rue et des manifs. Rappel des faits. Et c'est donc, on l'a dit, un feuilleton de près de 3 mois qui est en train de s'achever. Dominique de Villepin avait annoncé la création du CPE le 16 janvier dernier. Jusqu'au bout, il aura voulu tenir bon. J'ai donc voulu créer une voie d'accès direct au contrat à durée indéterminée, le contrat première embauche. 3 semaines plus tard, ce sont les premiers défilés anti-CPE. Retrait du CPE. J'écoute ceux qui manifestent. Mais j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas. Le 28 mars, nouvelle grande manifestation. Les syndicats annoncent 3 millions de personnes dans toute la France. 3 jours plus tard, le CPE sera officiellement mort. La crise aura duré 3 mois au cours desquels les rivalités au sein même de gouvernements auront été cruellement mises au jour. Le CPE, le contrat première embauche, on s'en souvient. Et donc oui, le gouvernement Villepin avait essayé d'aller promulguer mais n'avait pas appliqué la loi Jérôme Jaffray. Juste... Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est ce que craint le gouvernement aujourd'hui. Au-delà, c'est aussi, donc on le disait, les blocages, pour y revenir, et aussi des mouvements sporadiques, c'est-à-dire qui sont hors des syndicats. Et ça, vous avez raison, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'avant, c'était très structuré. Alors, le contrat première embauche, c'est quand même... On s'en prenait aux jeunes. On les payait moins que ceux qui travaillaient normalement. Alors là, vous mettez la jeunesse dans la rue sur un truc qui touche directement la jeunesse, bonjour pour le faire. Et par ailleurs, c'est pas Villepin qui a cédé, c'est Chirac. C'est Chirac qui a cédé, comme il avait cédé d'ailleurs en 1995, en 1986 sur la loi de Vaquet. Donc c'était un spécialiste vous avez raison, c'est depuis Sarkozy qu'il y a une autre ligne là-dessus. Alors, là où c'est intéressant, c'est que le blocage, c'est une chose, blocage des transports, blocage des raffineries. Si nous passons à une situation d'embrasement du pays, dans une sorte de mécontentement social, explose des côtés, ce qui suppose les mouvements dans le privé, qui d'habitude ne sont pas en pointe dans ce genre de lutte. La lutte, elle est confiée au secteur public. C'est lui. Même si les salariés du privé approuvent, dans leur entreprise, ils ne bougent pas. Et par ailleurs, les jeunes. C'est-à-dire, est-ce que réellement les jeunes entrent dans la lutte? Parce que tout gouvernement, quand même, s'inquiète beaucoup quand les jeunes avancent. Mais le dernier point, on va y revenir, c'est que pour Emmanuel Macron, il est évident que céder, c'est mettre en cause tout son quinquennat, mais on y reviendra peut-être. On y reviendra. Alors, on va évoquer l'influence du télétravail. Est-ce que ça a modifié l'impact des grèves et des blocages? Oui, parce que ça, c'est une des grandes différences avec les grèves de 1995 et de 2010. Le télétravail est passé par là. Il s'est même installé dans le paysage, dans les modes de travail. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé au gouvernement, parce que lundi, le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a conseillé aux Français de travailler depuis la maison ce jeudi. Donc, en tout cas, ceux qui le peuvent. Alors, tous les emplois ne sont pas travaillables à distance, évidemment. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des salariés pratiquent le télétravail ou le peuvent. Dans certains métiers, c'est même devenu la norme. Et ça peut produire plus ou moins d'effets lors d'un mouvement de grève. Je cite ici le politologue Tristan Haute. Il a beaucoup étudié le sujet. Il explique d'abord ce qui se passe en amont, c'est-à-dire le fait d'être souvent en télétravail. Ça a eu tendance à éloigner les salariés des syndicats. Ça crée une forme d'indifférence et donc ils sont plus difficiles à mobiliser, ces salariés. Ensuite, on peut se déclarer en télétravail plutôt que gréviste. Ça permet de ne pas perdre une journée de travail.
Et puis surtout, le travail va préserver les salariés des désagréments des grèves de transport, RER, métro, etc. On se souvient évidemment de ces images en 95 de Français qui se levaient aux aurores, qui marchaient pendant des heures et pendant des kilomètres pour aller au travail. On n'a pas vraiment eu ces images-là aujourd'hui. Évidemment, ça va plutôt concerner des employés de bureau, des cadres. À l'inverse, on a vu des employés de ménage être en très grande difficulté ce matin. Emmanuel Sophie, est-ce que d'une certaine manière, cette nouvelle manière de travailler, ça peut être un briseur de grève? Ça va changer? Un briseur de grève où ça court-circuite en fait l'action syndicale. C'est sûr que, voilà, après, vous savez, le télétravail, vous ne pouvez pas le faire non plus tout le temps, tous les jours, etc. Donc, si on imagine qu'il y a des journées d'action comme ça qui se multiplient... S'il y a des grèves tous les jeudis, par exemple, ça peut... Voilà, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir, en fait, poser des... Donc, ça marche, comment dire, c'est un peu une roue de secours. Et puis, c'est quand on s'organise, qu'il n'y a pas de cantine ou qu'il n'y a pas d'école, etc. Donc, mais ça ne peut pas, voilà, court-circuiter complètement, être un briseur de grève ou de manifestation. Votre diagnostic, votre point de vue? Oui, alors effectivement, mais vous l'avez rappelé, Nadia, attention à l'ethnocentrisme de classe quand on parle de télétravail, parce que vraiment, aujourd'hui, les CSP+, il y en a plus de 80% qui font du télétravail de manière hebdomadaire, alors que les ouvriers... Ce qu'on a vu pendant le confinement, d'ailleurs, ce qu'on avait appelé les premiers travailleurs, bien sûr, qui faisaient des journaux de confinement. Alors que les ouvriers, les agriculteurs, les travailleurs précaires, les ménagères... Aujourd'hui, il y a 4 millions d'ouvriers en France, c'est 20% de la population active, et eux, il y en a moins d'1 sur 10 qui peut pratiquer le télétravail, évidemment. Donc voilà, attention à ça. Et par ailleurs, l'affaiblissement des syndicats, c'est quelque chose... Regardez le nombre de journées de grève par an en France depuis la libération, depuis 1945, et regardez aussi le taux de syndicalisation en France. Ça s'est lentement érodé pendant un demi-siècle. C'est lié à tout un tas de sujets, évidemment, dont d'ailleurs ces dernières années un durcissement répressif de la législation contre les syndicats, mais c'est aussi lié à des mutations profondes du monde du travail, à la fragmentation des statuts, l'individualisation des conditions de travail, qui sapent les collectifs, les solidarités ordinaires, qui sont à la base des solidarités ensuite syndicales. Oui, c'est vrai que le télétravail ne touche pas les ouvriers, mais Jérôme Jaffray est dans une situation très différente aujourd'hui économiquement, c'est-à-dire que l'inflation est là et les préoccupations sont autres. Est-ce que ça peut être un facteur de démobilisation ? Au contraire. Au contraire, je dirais-je. Mais sur le télétravail, ça change un peu la donne à Paris. Parce que Paris, c'est beaucoup de cadres et de tertiaires, où le télétravail peut beaucoup se pratiquer, où les grèves de transport, RATP, ont un effet terrible. On l'avait vu en 1995 et encore en 2019. Et maintenant, effectivement, le télétravail pour Paris même, et du coup creuse le fossé social entre Paris et la banlieue parisienne, où habitent des gens, les fameux travailleurs de seconde ligne, qui, eux, doivent aller sur place parce qu'ils ne télétravaillent pas, ils doivent venir travailler. Donc c'est un des problèmes nouveaux de la grève. L'inflation, je dirais, pour revenir... Vous pensez que c'est un facteur mobilisant? Oui, c'est un facteur mobilisateur. Parce que là, il y a une pression sur les salaires, très directement. Toute la politique économique menée consiste pour les entreprises, n'importe quelle entreprise, à accorder des hausses de salaire un peu plus fortes que les années précédentes, mais systématiquement moins fortes que l'inflation. C'est-à-dire, en fait, à éroder le pouvoir d'achat de tous les salariés pour garder la compétitivité des entreprises. C'est quand même ça l'idée. Et donc, tout salarié est dans une situation où il constate que son pouvoir d'achat diminue. Et excusez-moi de vous dire que la revendication salariale, si elle s'étend au privé en même temps que les problèmes de la retraite, c'est la convergence dont vous parliez initialement. Mais Emmanuel Chauvet, pardon, si jamais le mouvement s'inscrit dans la durée, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour le gouvernement? Est-ce que c'est lui qui peut en profiter quelque part en disant attention, il y a de l'ordre? On a entendu Emmanuel Macron cet après-midi mettre en garde contre l'ordre, et on sait aussi que les Français y sont attachés. Contre le désordre, tout à fait, et pour l'ordre. Et vous avez raison. Donc est-ce que un conflit long, est-ce qu'il profiterait plutôt au gouvernement ou aux syndicats? Aux syndicats, en tous les cas, cette coagulation des luttes, c'est l'expression que vous avez employée tout à l'heure et qu'emploie aussi Philippe Martinez, le leader de la CGT, c'est en tous les cas un danger qu'il peut y avoir pour le gouvernement. C'est-à-dire que tout ça crée une forme d'union dans la rue. Et n'oublions pas, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Et qui sont aussi des lieux... aujourd'hui, dans les entreprises, on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez quand même pas mal de petits conflits comme ça, dans des TPE, des PME, ou voire dans les grands groupes, justement sur la question salariale. Je suis un syndicat dans une grosse boîte, je fais les deux, je mêle les salaires et la retraite, c'est-à-dire vivre dignement quand je travaille, vivre dignement quand je suis après le travail à la retraite. Vous voyez, donc c'est quand même une conjonction qui peut y avoir, et c'est pas sûr que ça serve du tout le gouvernement. Alors il y a la guerre des chiffres, mais aussi la guerre des mots. En petit comité, Emmanuel Macron aurait affirmé ne pas croire à une victoire de l'irresponsabilité, de quoi provoquer l'ire de Laurent Berger. Écoutez-le.
J'ai entendu les mots en disant qu'il ne faut pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité qui gagne. C'est le président de la République qui l'a dit. Je vous le dis, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'un côté les intelligents, ceux qui savent et qui peuvent dire ce qui est responsable ou pas, et de l'autre, y compris en y mettant tout le monde, la CFDT compris, il y aurait le camp de l'irresponsabilité de ceux qui ne comprendraient pas les enjeux sociaux. C'est-à-dire que ce pays ne se gouverne pas avec des slogans. Emmanuel Savera-Marsal, en même temps, on voit ce que joue Emmanuel Macron, c'est le camp de la raison, comme il l'a fait auparavant sur d'autres réformes. Est-ce que ça peut aussi jouer en sa faveur, ou au contraire, vous pensez que ça peut braquer davantage? Je pense que ça risque de braquer. Le moindre faux pas, et effectivement, les accusations d'arrogance risquent de revenir. Aujourd'hui, il est question de responsabilité. En même temps, il est dans son rôle, j'allais vous dire, de président de la République. Oui, il est dans son rôle. Il faut dire aussi, parce que vous parliez tout à l'heure de la peur des mouvements sporadiques, que c'est lui le premier à avoir aussi court-circuité depuis un certain nombre d'années les syndicats en les consultant mais sans jamais vouloir négocier quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a une bataille d'opinion aussi qui est en jeu. On voit que même un économiste comme Philippe Aghion, donc Philippe Aghion, c'est quelqu'un qui est professeur au Collège de France, qui a conseillé Emmanuel Macron pour son programme en 2017, même lui, il n'y a pas moins de 2 jours chez vos collègues de France Inter, disait que cette réforme des 64 ans, elle a une logique qui est simple, c'est de prendre dans la poche des plus précaires pour donner aux plus riches. Et ça, je veux dire, c'est pas Philippe Poutou ou Jean-Luc Mélenchon. Donc, on a actuellement 72% des gens qui sont opposés à cette réforme. Je rappelle qu'il y a moins de 2 mois, c'était seulement 52% qui étaient contre la réforme. Donc je crois que la bataille de l'opinion, elle est pliée. Aujourd'hui, quand on entend le président et ses ministres qui nous répètent que c'est eux les responsables, c'est eux la raison, j'ai l'impression qu'ils refusent en fait de prendre acte du fait qu'ils ont perdu la bataille en tout cas de l'opinion. La bataille pédagogique et la bataille peut-être sémantique aussi. La bataille de l'opinion, s'il s'agit d'expliquer la réforme, elle est très clairement perdue. Et elle est perdue en partie parce qu'ils se sont accrochés, Elisabeth Borne en particulier, sur l'idée que la réforme était juste. Or ça, la réforme juste, effectivement, quand vous prolongez de 2 ans le travail des plus modestes, des plus pauvres, dont la santé est la plus atteinte par le travail, vous avez quelque chose qui devient totalement inacceptable pour les gens qui écoutent. Le seul argument valable, c'est une réforme ou non nécessaire pour le pays, nécessaire pour assurer l'avenir du système de répartition, qui suppose que les cotisations des actifs permettent de payer les retraites des retraités. Et ça peut être entendu encore ou pas? En tout cas, il n'a pas fonctionné. Reste une deuxième bataille d'opinion qui va y avoir lieu maintenant. C'est celle que vous avez dit, c'est le conflit, le blocage, les mouvements. Parce qu'à ce moment-là, l'opinion publique, et en particulier l'idée de l'inventivité dont on parlait tout à l'heure, consistant à aller couper l'électricité à des élus ou à des personnalités. J'ai entendu les milliardaires dans leur maison de campagne, en général c'est un château, on suppose, plutôt qu'une maison de campagne d'ailleurs, parce que sinon ils ne seraient pas milliardaires. Alors ça, si vous voulez, ça peut provoquer la réaction exactement contraire dans l'opinion publique. C'est-à-dire ça peut braquer, opposer les gens ? À un moment donné, on considère qu'on invente des pratiques qui sont des pratiques qui portent atteinte. Aujourd'hui, il y a eu des coupures d'électricité dans certaines villes. C'est des choses-là il faut être très attentif. Très rapide. Emmanuel Soufi, comment va réagir l'exécutif aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme de fébrilité? À quoi peut-on s'attendre? Non, là, ils sont, pour reprendre une expression un peu consacrée maintenant, plutôt droit dans ses bottes. Voilà. Ils vont pas retirer le texte et ils vont pas retirer les 64 ans. En fait, le braquage, il est surtout sur cette notion d'âge. C'est-à-dire que même si vous avez toutes vos annuités, mais que vous n'avez pas encore 64 ans, vous allez continuer à travailler. Ça, les gens, ils ont très bien compris. Comme disait Laurent Berger, il ne faut pas prendre les Français pour des crétins. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent réellement à la réforme et ils ont compris un petit peu tous les curseurs, la façon dont ils vont bouger. Et juste pour compléter sur ce que vous disiez, pour moi, le péché originel, en fait, là où la bataille de l'opinion, elle était déjà perdue, enfin, en tous les cas, elle se craquelait, c'est quand ils ont expliqué qu'il fallait travailler plus pour pouvoir financer d'autres politiques. Et ça, pour les gens, c'était, en gros, ils allaient prendre dans la poche des retraites des actifs qui vont travailler plus longtemps pour financer des politiques éducatives, etc. Et ça, merci à tous les trois pour cette analyse à chaud autour de cette journée de mobilisation et de manifestation et ce test politique donc pour savoir qui a remporté la première manche.